en 1960, la durée du mandat présidentiel était de 7 ans. En 63, 3 ans après la crise de décembre 1962, on l'a réduit à 4 ans. On a dit non, 7 ans c'est trop long, on va finalement faire un mandat de 4 ans. Mais dès 1967, le président Senghor a dit non, 4 ans c'est trop court, on va faire maintenant un mandat de 5 ans. Et le mandat de 5 ans a duré de 1967 à 1991. Lorsqu'on faisait la réforme sur le code électoral consensuel, le président Diouf a dit non, on va revenir au septennat. On a fait 7 ans. C'était d'ailleurs la concession à l'époque que l'opposition avait faite au pouvoir socialiste. 7 ans. On s'est dit, bon, finalement, on est revenu au mandat de 7 ans. Mais en 2001, quand il y a eu la nouvelle constitution, le président Wade a dit qu'il faut réduire le mandat et le ramener finalement à 5 ans. On s'est dit dans la nouvelle constitution du 22 janvier 2001, on a un mandat de 5 ans, c'est fini, ça va être le mandat pour définitivement l'histoire du Sénégal. Mais dès 2008, le même président va dire non, finalement, en réflexion faite, 5 ans c'est trop court, on va le ramener encore à 7 ans. C'est pour ça que le président Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, il est élu pour un mandat de 7 ans. Mais lui aussi, il dit non, 7 ans, finalement, l'opinion publique a raison, la critique politique a raison, les discussions, les critiques plutôt de la société civile ont raison, on va ramener le mandat à 5 ans. Ce qui fait donc, il y a vraiment une variation temporelle de la durée du mandat. Aujourd'hui, le mandat est un mandat de 5 ans. Mais le président Macky Sall a opté, pour éviter les débats, de l'inscrire dans le marbre constitutionnel. C'est pour ça qu'on a dit que ça fait partie des dispositions, en principe, qui ne peuvent pas faire l'objet de révision. Mais ça, c'est de la durée du mandat. Toujours notre passion pour le mandat, c'est aussi sur la limitation des mandats. Dès 1970, on limite les mandats à 2. Senghor dit, désormais, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. 70. À l'époque, il n'y avait quasiment pas de démocratie en Afrique. Mais dès 1976, les socialistes ont dit un pays qui a la chance d'avoir un agrégé de la dimension de Senghor ne peut pas limiter les mandats. On a supprimé la limitation des mandats, 1976. Mais en 1991, on va réintroduire dans la Constitution la limitation des mandats, le septennat, 2 septennats maximum. Mais là aussi, en 1998, à l'époque, les socialistes ont introduit une révision en disant qu'il ne faut pas limiter les mandats, il faut supprimer le quart bloquant. En 1998, on a supprimé la limitation des mandats. C'est en 2001, quand on a une nouvelle constitution, qu'on a réintroduit finalement la limitation des mandats. Le président Macky Sall, quand il est arrivé, il a inscrit la limitation des mandats dans le marbre constitutionnel en faisant une norme intangible. Les normes qui ne peuvent pas faire l'objet de révision. Ce bref rappel historique pour dire quoi? Pour dire que nous avons toujours eu des questions sur la durée du mandat, sur la limitation des mandats et c'est ça qui va être le sujet, sur la limitation des mandats du président de la République lorsqu'on fait une révision de la Constitution ou on fait une nouvelle Constitution. Pendant qu'on fait la réforme, est-ce que le mandat qui est en cours fait partie de la limitation des mandats? Autrement dit, à partir de quand commence le décompte du nombre de mandats? Quel est le mandat de référence? Et on va voir que dans la pratique constitutionnelle au Sénégal, mais aussi dans la pratique constitutionnelle en droit comparé de façon générale, le mandat qui est en cours au moment où on fait la révision ou au moment où on fait une nouvelle constitution est généralement exclu du décompte de mandat. Et ça, on l'a vu dans notre histoire. Donc, la recevabilité de la candidature du président Macky Sall pour la présidentielle 2024, on dit tout de suite, sans embâche, qu'elle est recevable. D'abord, un argument de texte, ensuite un argument de jurisprudence et enfin un argument de droit comparé. L'argument de texte. En 2016, le président Macky Sall a fait une réforme de la Constitution. C'est une réforme très importante. D'abord par son contenu. La réforme a concerné toutes les questions de la Constitution. Le mandat du président de la République, les pouvoirs du président de la République, les libertés et droits fondamentaux, l'Assemblée nationale,
les rapports entre le pouvoir exécutif et le Conseil constitutionnel, le pouvoir judiciaire, tout le corpus constitutionnel a été affecté par la réforme de 2016. Mais deuxièmement, la réforme aussi était originale par son modus operandi. Le président a opté à l'époque, alors même qu'on avait une majorité parlementaire stable, il n'y avait pas de risque, mais le président avait opté à l'époque de faire une réforme par voie référendaire. Donc en redonnant directement la parole au peuple. Et pendant cette réforme, le président Macky Sall a introduit une nouveauté. Tout à l'heure, je le disais, c'est le quinquennat. Il y a donc un nouvel article 27 qui dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'était ça, le nouvel article 27 de la Constitution. Mais le président, lui, il est élu pour un mandat de 7 ans. Donc la question, c'est est-ce que cette nouvelle disposition de la Constitution s'applique? En droit, tous les étudiants qui sont en première année de droit, ce n'est pas la peine d'être en deuxième année. Juste en première année de droit, on apprend le principe de la non-rétroactivité des lois. Les lois ne sont pas rétroactives. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on fait une loi, cette loi ne régit pas les situations qui sont en cours. La loi dispose, comme dit le Code civil français, article 2, pour l'avenir. Sauf s'il y a une disposition qui déclare expressément rétroactive la loi. Je reprends donc le principe connu par tous les étudiants de première année de droit. Les lois ne sont pas rétroactives, elles sont faites pour l'avenir, sauf s'il y a des dispositions qui déclarent expressément rétroactive la loi. Eh bien, il y avait bien une disposition qui déclarait rétroactive la loi, il faut le dire et on y reviendra tout à l'heure. C'est le Conseil constitutionnel qui l'avait supprimé. Dès lors que dans le texte constitutionnel, il n'y a aucune disposition qui spécifie, qui indique que le mandat en cours fait partie du décompte, on applique le principe de la non-rétroactivité de loi. Donc, le premier mandat du président de la République, qui est un mandat de 7 ans, n'est pas concerné par le décompte. Argument de texte. Mais deux, vous savez, les juristes, ils peuvent discuter sur les textes. D'ailleurs, pas que les juristes. Tout le monde peut discuter sur le sens des textes, sur la signification des textes, sur la compréhension qu'il faut avoir des textes. Mais lorsque tout le monde discute, lorsque chacun donne son avis, lorsque chacun donne son point de vue, après, le débat doit être tranché. L'organe habilité à trancher le débat, en l'occurrence, c'est le juge constitutionnel. Et le juge constitutionnel au Sénégal a tranché cette question de l'entrée en vigueur de la règle de la limitation des mandats présidentiels. En 2 occurrences, 2 circonstances, 2 occasions. La première, c'était en 2012. La deuxième, c'est en 2016, on y reviendra. Mais ici, il y a 2 problèmes qui me paraissent importants. Il faut aller à l'essentiel. Donc les 2 problèmes, c'est 1, la limitation des mandats, quand est-ce qu'elle entre en vigueur? Est-ce que le premier mandat qui est en cours est concerné? Ça, c'est une question importante. Et 2, quelle est la valeur de la déclaration du président de la République? Parce que ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, le président ne peut pas être candidat parce que c'est lui qui l'avait dit. Il faudrait aussi donner l'état du droit sur cette question de déclaration du président de la République. Donc, première question, c'est le décompte des mandats. Ici, le problème s'est posé la première fois en 2012. En 2012, lorsqu'on allait à la présidentielle, on n'avait pas de réponse. C'est lors de la présidentielle, lorsque le président Abdoulaye Wade a déposé sa candidature, que le Conseil constitutionnel a répondu. Autrement dit, le Conseil constitutionnel a répondu à la question en proclamant la liste des candidats. Autrement dit, en 2012, on aurait pu avoir une liste des candidats sans le président Abdoulaye Wade. Parce qu'il a déposé, il attendait. Il était dans une sorte de suspense ou de stress, parce qu'il a déposé sa candidature et il attendait le résultat, la réponse du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel n'avait pas eu l'occasion, avant l'élection présidentielle, de se prononcer sur la question. C'est différent, on le verra cette fois-ci, en 2024.
Pourquoi? Parce que ici, le Conseil s'est déjà prononcé sur la question depuis 2016. Donc la question est tranchée. En 2012, elle n'était pas tranchée. En 2012, lorsque le président Abdoulaye Wade a déposé sa candidature, il y a d'ailleurs des candidats qui avaient introduit un recours pour contester sa candidature en disant qu'il ne peut pas faire de troisième candidature parce qu'il y a au principe de la limitation des mandats et qu'il a déjà fait ses 2 mandats. Et le Conseil constitutionnel a répondu à l'époque en disant que non, le président Wade peut bien faire une troisième candidature parce que l'article 104 de la Constitution de l'époque avait exclu son premier mandat. Donc, par rapport au décompte référentiel, son premier mandat ne compte pas. Son premier mandat ne compte pas. Donc, la question a été tranchée lors de la présidentielle de 2012. Donc, on a déjà une jurisprudence sur la question. En 2012, on pouvait dire, quelle est la jurisprudence qui existe sur la question? On aurait dit en 2012, il n'y a pas de jurisprudence. Il faut attendre que le Conseil constitutionnel se prononce. Mais maintenant, on a une jurisprudence, c'est notamment la jurisprudence de 2012. Mais pour la présidentielle de 2024, la question, en fait, elle est déjà tranchée depuis 2016. Comment et pourquoi? Parce qu'en 2016, lorsque le président Macky Sall a opté pour soumettre le projet de révision au référendum, parce que c'était ça l'option du président, c'est de soumettre le projet au référendum, mais il y a l'article 51 de la Constitution qui disait le président de la République peut, après avoir consulté le Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi de révision au référendum. Donc il y avait une sorte d'obligation de saisir le Conseil constitutionnel avant de soumettre la révision au référendum. Et le président a saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur ce texte constitutionnel. À l'époque, d'ailleurs, il faut le dire, le Conseil avait, en quelque sorte, réécrit une bonne partie du texte constitutionnel. Et dans cet avis, justement, le Conseil a répondu aux questions qui ont été posées. Et à l'époque, le projet, l'article 27 contenu de la Constitution, était disposé ainsi qu'il suit. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Cette disposition s'applique au mandat en cours. Je précise, cette disposition s'applique au mandat en cours. Autrement dit, l'intention originelle, initiale, c'était que la nouvelle disposition s'applique au mandat. Bonsoir et merci à la Task Force républicaine pour cette lumineuse idée de nous réunir. Bon. Léegi Kor ñu déglu li tuuti rek. Professeur agrégé de droit public et de sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il vient de publier les révisions constitutionnelles au Sénégal, révision consolidante et révision déconsolidante de la démocratie sénégalaise. Veuillez accueillir le professeur Ismaïla Madior Fall. Les révisions constitutionnelles au Sénégal, révision consolidante et révision déconsolidante de la démocratie sénégalaise. Donc on a vu un peu à travers le livre qu'il y a eu depuis 1960, je pense à 2009, 37 révisions constitutionnelles, donc, dont 23 consolidantes et 14 déconsolidantes. Bon, on peut dire que peut-être que c'est un bon ratio, sauf que les 10 ont été faites pendant le régime de Maître Wade. Comment vous pouvez analyser ça? Bon, d'abord, c'est un ouvrage qui est écrit parce que mon métier, c'est d'enseigner le droit constitutionnel à l'université. Qu'il y ait la candidature du président Wade, qu'il n'y ait pas de problème de candidature. Moi, mon travail, c'est le droit constitutionnel. On va y revenir tout à l'heure. C'est pas l'actualité qui me pousse vers le droit constitutionnel. Et j'avais remarqué que le Sénégal a la particularité, contrairement à beaucoup de pays, d'affectionner les révisions constitutionnelles. Dans notre pays, on change souvent la constitution. C'est vrai que dans des pays, même de démocratie avancée, on change la démocratie. On change la constitution. Mais lorsqu'on la change, c'est toujours
pour consolider la démocratie. Tout à fait. Autrement dit, si vous prenez la démocratie américaine, la démocratie française, la démocratie allemande, chaque fois qu'on envisage une révision de la Constitution, c'est pour consolider la démocratie. Tout à fait. On ne peut pas imaginer une révision pour déconsolider la démocratie. Tout à fait. Mais dans d'autres pays, c'est les deux. Mais il n'y en a Tantôt, pas eu beaucoup quand on même révise. sous les anciens régimes. Pardon? Il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a eu qu'une seule du temps du président Senghor. Oui, une seule ça, révision c'est la de ratio. consolidation. Oui. Oui. Et il y en a eu 3 peut-être du temps du président Diouf. Mais il y en a eu 10 quand même du temps du président Wade. Oui. De révision déconsolidante. Sous le président Senghor, oui. Une révision déconsolidante, notamment celle qui a amené Abdou Diouf au pouvoir sans passer par le suffrage universel. Sous le président Diouf, quand même, il y a eu 3 révisions consolidantes et 11 révisions consolidantes et 3 déconsolidantes. Mais sous Wade, il y a eu 5 consolidantes et 10 déconsolidantes. Bon, c'est le président Wade qui a le plus révisé la Constitution. Il a fait des révisions constitutionnelles qui ont consolidé la démocratie, incontestablement, comme celle de la parité. Mais il a fait beaucoup de... Est-ce qu'il serait d'accord pour dire que ce sont des révisions qui sont déconsolidantes? Très bonne question. Oui, très bonne question, parce que j'ai pris la précaution de définir la révision consolidante et la révision déconsolidante. Et j'ai dit une révision consolidante, c'est lorsqu'il y a une révision plus ou moins consensuelle de la Constitution et qui est destinée à approfondir la démocratie ou à améliorer le fonctionnement des institutions. En revanche, une révision déconsolidante, une révision qui n'est pas consensuelle, controversée, et parfois ayant pour logique ou pour finalité la conservation du pouvoir ou le règlement de compte. Donc j'ai pris la précaution de définir ce qu'il faut entendre un peu par révision consolidante et révision déconsolidante. Donc vous en parlez tout de suite. L'actualité, c'est vraiment la candidature du président Wade, la constitutionnalité ou la non-constitutionnalité de sa candidature. On a vu que le Conseil constitutionnel a validé sa candidature. Mais quand je lis votre ouvrage, je me dis que peut-être qu'ils avaient raison de le faire quand même. Parce que c'est vrai que vous mettez côte à côte les 2 thèses, peut-être celles qui vont dans le sens de la validation et les thèses qui vont dans le sens de la non-validation. Mais je veux dire que vous avez plus été la thèse de la validation de sa candidature. Non, la thèse de l'invalidation plutôt. Vous avez raison quand vous dites que les 2 thèses sont présentes. Oui, mais à mon avis, moi, non, je pense plutôt que la thèse de la validation, parce que vous avez dit que, vous dites que, en réalité, la mauvaise qualité rédactionnelle de ces dispositions fait qu'elles sont dépourvues d'évidence et peuvent donner lieu à des interprétations aboutissant à des différents résultats, à peu près ce que vous dites. Donc ça veut dire que peut-être vous allez dans le même sens que le Conseil, parce que j'ai vu qu'ils ont dit aussi la même chose, que la Constitution n'était pas très bien rédigée. Oui et non, ou bien oui mais. Oui, parce que bon, cet ouvrage ne porte pas sur la candidature du président de la République. Oui, bon, moi, j'ai écrit sur le droit constitutionnel sénégalais, mais ça, c'était une question. Et donc, lorsque j'ai abordé la question, je voulais l'aborder dans une perspective d'objectivité scientifique, Tout à fait. de neutralité axiologique. Comme vous dites. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas que je suis contre la candidature ou je suis pour la candidature. C'est pas mon problème. Je veux l'analyser de façon froide. Vous dites l'honnêteté intellectuelle et la neutralité axiologique nous poussent à reconnaître que plusieurs raisons militent en la faveur de cette thèse. Absolument, parce que je veux faire œuvre de science. Je ne suis pas un militant politique, je ne suis pas un militant contre la candidature du président Wade, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, c'était de dire voilà les arguments. Et j'ai essayé de présenter les 2 thèses. Donc des arguments qui militent en faveur de la recevabilité de la candidature du président Wade, je l'ai appelé, mais là il faut peut-être le dire, la constitutionnalité apparente de la candidature. Et dans un deuxième temps, j'ai dit l'inconstitutionnalité réelle. Donc j'ai dit, voici des éléments qui peuvent faire accréditer la thèse de la validité de la candidature. Mais c'est vrai que nous, en tant que profanes, nous ne sommes pas des spécialistes du droit. Donc lorsqu'on lit ça, bien que vous ayez mis la constitutionnalité apparente, vous avez étayé... Absolument. Je veux dire que vos arguments là sont beaucoup plus importants que les arguments de l'inconstitutionnalité réelle. Bon, ça maintenant c'est une question d'appréciation. J'ai des amis du côté du pouvoir qui me disent nous sommes intéressés par votre première partie. Ah ouais, parce que vraiment... Nous sommes intéressés par la deuxième partie. Mais bon, mon objectif c'était ça. Mon objectif c'était pas de prendre position. Il y en a qui me disent oui mais pourquoi tu es contre la candidature du président? Mais c'est pas mon problème moi la candidature du président. Je suis pas dans le champ politique, je suis pas candidat. Mais je voudrais du point de vue scientifique montrer les détails. Je veux dire que lorsqu'on lit ce livre aussi, on se dit mais pourquoi tant de bouquins, si je peux me permettre, pour cette validation nouvelle. Parce que, comme vous dites, les thèses, il y a 2 thèses qui, vraiment, il y a des gens qui sont
des constitutionnalistes qui sont avérés et qui peuvent vous dire que la candidature peut être validée. D'autres qui vous disent... Mais il y en a quand même. Oui, vous ne pouvez pas en compter plus de 3. Au Sénégal? Oui. Mais il en a amené beaucoup. Hein, Bien sûr. Oui, mais au Sénégal, vous ne pouvez pas en trouver plus de 2. Oui, donc c'est ça le problème. En réalité, et ça montre quoi? Ça montre qu'au fond, oui, si on veut être objectif, il faut exposer les 2 thèses. Mais si on va au fond et qu'on convoque et qu'on invoque l'esprit de la Constitution, on se rend compte qu'il y a quand même une prévalence de la seconde thèse qui est celle de l'invalidité de la candidature. Comme vous le dites dans le livre, il en a parlé lui-même et que quand lui il fait une déclaration, c'est pas comme si moi je faisais une déclaration. Et pendant longtemps, je dois vous avouer que j'étais hésitant. Quand les gens disaient non, c'est clair, il ne peut pas. Je dis non, c'est pas aussi clair. C'est pas aussi clair. Oui. Et d'ailleurs, quand certains disent non, c'est clair, il ne peut pas, d'autres disent non, c'est clair, il peut, ça veut dire que c'est pas clair. Exactement. Et donc je disais, c'est pas clair. Je vais voir ce qu'en pensent mes camarades, là, en commençant par El Habib. Oui, moi j'ai lu votre livre. Ce qui m'a marqué en premier, c'est qu'il suffit à remplir un actuel du pays. Des retours, de va-et-vient, de flux de démocratie et de reflux démocratique qui fait que j'ai utilisé cette couverture. Vous l'avez très bien interprété du point de vue philosophique. Merci beaucoup. Donc tout ça, c'est de la coutume. Et donc voilà pourquoi en Grande-Bretagne, on considère qu'il n'y a pas lieu à distinguer normes constitutionnelles et normes législatives ordinaires. Et vous avez raison, maintenant la rigidité, c'est plutôt dans des pays qui ont choisi d'avoir une constitution écrite. Ceux qui ont choisi d'avoir une constitution écrite ont souvent pris le parti d'avoir une constitution rigide. Mais quand on dit rigide, c'est quoi? C'est difficile à réviser. Parce qu'on l'a écrit, on conseille que c'est solennel, c'est sérieux, c'est sacré, on ne peut pas le modifier de n'importe quelle manière à n'importe quand. Et justement, on des pays où la constitution est le plus sacrée, tout cas connaît bien ce pays, c'est les États-Unis d'Amérique, où il est extrêmement difficile de modifier la constitution des États-Unis. Merci. On va passer la parole à Tounkara. Oui, vraiment la réflexion. Alors, Dans la perspective scientifique. Mais vous dites, je peux le citer, à la page 73, il dit « Mais il s'agit simplement d'une constitutionnalité apparente, car une analyse qui prend le parti de la profondeur permet d'aboutir à ce qui se rapproche le plus, à notre sens, de la vérité scientifique, à savoir l'inconstitutionnalité réelle de la candidature. Oui, il l'a dit, mais il ne l'a pas démontré quand même. Mais c'est ce qu'il fait. Dans la suite, il y a eu une démonstration. Parce que il là, y a les deux. Il y a les deux. Parce que moi, je peux vous lire aussi quelques... Oui, bien sûr. Voilà, parce je que sais là, que vous pouvez aussi... Alors, Cor, ni c'était un c'était juste à dessein. C'est fait à dessein. Nous déglou M. Fall Ismaël Madior, notre ministre actuel de la Justice, qui fait bi nous ziar bu baax ci contexte bi déglu ko ci contexte 2012. Il n'était pas du tout d'accord, même si scientifiquement il met les 2 thèses, constitutionnalité apparente, inconstitutionnalité réelle. En traitant de l'inconstitutionnalité réelle, position, c'est clair, c'est affiché. Aux États-Unis, il est extrêmement difficile de changer ou de toucher à la Constitution. Au Sénégal, quand on entend la personne parler en 2011, entendre la personne parler en 2023, on se dit Sénégal, donc, kaddu, worma, jikko, moral, amatu fi valeur, amatu fi sens. Léegi li fi nekk mooy enjeu, intérêt, calcul. Su fekkee ay kilifa noo toll nii Ismaïla Madior Fall bi doon wax au départ en 2011 que Wade kàddoom waxoon na ko. Aujourd'hui, il ne nous parle plus du cadre du président Macky Sall. Il parle de technique, de droit, de limitation de mandat. Il rappelle Senghor. Nous avons progressé de 63 ans. Le professeur nous rappelle l'histoire et que par conséquent, on doit s'en tenir à cela dans un sens. C'est immonde ce que vous êtes en train de nous faire. C'est hyper catastrophique. Apprenez que le peuple est là. Si le peuple l'accepte, alhamdulillah, yàlla ñu yàlla may fekk tal ñuy jéggalu bu baax.